Bonjour. La dernière fois, on vous a parlé dans les vidéos sur les taux d'intérêt du Japon. Et ce qui était intéressant, c'était de voir si l'Europe irait comme le Japon avec une politique à long terme à taux zéro. Bon, notre conclusion, c'était que non. Il y avait vraiment des différences structurelles entre le Japon et l'Europe. Une fois qu'on a posé ça, on se dit, bon, bah donc la zone euro va normaliser ses taux d'intérêt. Et donc la première question qui se pose, c'est quand? Alors c'est à cette question que nous allons répondre, enfin essayer de répondre aujourd'hui. Donc ce que je voudrais, c'est que vous regardiez d'abord la dette publique dans la zone euro. Et bien, vous voyez qu'elle est en baisse depuis à peu près 3-4 ans. Donc ça veut dire, ça c'est un premier indice qui signifie que bon, ben, la politique dite non orthodoxe de la Banque Centrale Européenne a bien fonctionné. Le deuxième élément, c'est le taux de chômage dans la zone euro. Et bien, vous voyez, ça les gens ne s'en rendent pas forcément compte en France, parce qu'en France, on a eu des déficits de politique extrêmement lourds. Mais bon, l'ensemble de la zone euro, le chômage a énormément baissé. Et comme vous le voyez, on est à 7% de chômage en moyenne, c'est-à-dire le niveau le plus bas. On a rejoint le niveau le plus bas des 20 dernières années. Voilà. Donc ça, c'est un autre signe extrêmement favorable qui signifie que la Banque centrale, là aussi, sur ce plan-là, peut normaliser sa politique de taux d'intérêt. Si on regarde l'évolution de la production du produit intérieur brut en volume dans la zone euro, eh bien, vous voyez que là aussi, la croissance est repartie. Bon, alors vous savez qu'il y a un léger ralentissement en ce moment, mais enfin bon, des légers ralentissements, il y en a régulièrement depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça ne dit rien de la tendance longue. La tendance longue, c'est pour ça qu'on l'a mis en volume. Vous voyez, elle est à la hausse, elle est repartie à la hausse depuis la crise de 2012. On a eu une longue stagnation de 2008 à 2013 à peu près, et depuis on est reparti à la hausse. Et donc voilà, là aussi sur ce plan, on peut considérer que la Banque Centrale Européenne peut normaliser sa politique de taux d'intérêt. Et enfin, un dernier point, l'inflation. Eh bien, l'inflation, c'est un peu plus problématique, hein. On vous a mis ici l'inflation hors énergie et alimentation, parce que l'énergie et l'alimentation sont extrêmement volatiles, dépendent de la météo, de la stratégie de l'OPEP et ne dépendent pas du tout de la Banque Centrale Européenne. Donc ce que regarde la Banque Centrale Européenne, c'est l'inflation sous-jacente, hein, structurelle de l'économie. Et vous voyez que là, on est sur un grand plateau un peu bas, hein. Et ça, depuis la crise de 2008, on voit très bien qu'avant 2008, enfin on voit très bien, il faut un peu prendre une loupe, hein, on voit globalement qu'avant 2008, on était plutôt 2% un petit peu plus, et que là, on est autour de 1%. On avait un plateau à 2, on a un plateau à 1. Et c'est sûr que ce que veut la Banque Centrale Européenne, et puis c'est l'objectif qui lui est fixé dans ses statuts, hein, c'est d'avoir une inflation proche, voire un tout petit peu en dessous de 2%. Bon, alors elle n'y est pas, elle n'y arrive pas, mais elle est bien consciente également, et c'est ce qu'on avait évoqué dans la dernière vidéo, que la politique non conventionnelle, c'est un peu comme un médicament, ça a des effets secondaires, et ces effets secondaires ne sont pas très favorables sur la croissance à long terme, et donc sur l'inflation. Donc là aussi, on pense que pour cette raison, elle a intérêt à normaliser. Bon, donc elle devrait le faire. Alors, la question se pose de quand, et si vous voulez, je pense qu'il faut avoir une approche un peu différente à celle qu'on vient d'avoir ici, qui est d'avoir des chiffres globaux. Et il faut considérer que ce qui est compliqué avec la zone euro, eh bien, c'est que ce n'est pas une seule zone, un seul pays, c'est une série de pays. Et on disait ça très bien autrefois, parce qu'autrefois on parlait de la communauté européenne. Et on est passé de la communauté européenne à l'Union européenne. C'est probablement régressif, hein, comme évolution. La réalité, c'est plus la communauté européenne. Voilà, il y a une série de pays. Et si vous voulez, c'est un peu comme une famille qui irait faire une randonnée. Bon, elle va par exemple, elle part le matin à la montagne, il fait très beau, elle va faire 2-3 heures de promenade jusqu'à un ruisseau ou alors elle fera un pique-nique. Donc toute la famille part. Et puis la petite dernière, elle marche plus lentement. Eh bien,
en réalité, la famille ne va pas lâcher la petite dernière, hein, en général. Elle va l'attendre, et donc la petite dernière va ralentir toute la famille dans sa randonnée. Ben, l'Europe, c'est un peu, enfin, l'esprit communauté européenne, c'est un peu la même chose. On ne peut pas regarder la capacité moyenne de la famille à progresser. On est obligé de tenir compte des éléments les plus faibles. Voilà. Et donc c'est ça qu'on va regarder un peu, de manière un peu différente. Bon. Alors, le premier élément qu'on vous donne, c'est une carte qui représente l'inflation dans la zone euro, toujours hors biens alimentaires et énergie. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors, plus c'est vert foncé, plus il y a d'inflation. Bon, alors vous voyez que toute l'Europe centrale a vraiment un niveau d'inflation qui commence à augmenter sérieusement, hein. L'Allemagne, c'est 1,7%, donc on se rapproche des deux. En revanche, l'Europe latine, enfin, la France et l'Italie, voilà, la France et l'Italie, on est, pas de Finlande aussi, mais c'est petit la Finlande. La France et l'Italie, on est en zone d'inflation faible, hein, quasi-déflation. Hein. C'est 0,6% pour la France. Donc là, il y a vraiment une différence. Alors si on regarde cette autre carte, qui est celle de la compétitivité en zone euro, mesurée par les coûts de la main-d'œuvre, eh bien vous voyez que là, c'est situation inverse. La compétitivité est élevée en Europe centrale, à part la Slovaquie, et plus c'est foncé, plus les coûts sont élevés, et donc elle est dégradée en France et en Italie. Donc vous voyez ce qui se passe. Là où la compétitivité est dégradée, ça pèse sur l'activité économique. Comme l'activité économique est faible, ça crée une zone déflationniste. En revanche, là où la compétitivité est forte, par exemple en Allemagne, enfin en Europe centrale, eh ben, ça améliore la croissance et donc ça crée plus d'inflation. Voilà. Donc le nœud du problème, hein, c'est la compétitivité. Si on veut que, parce que la Banque Centrale Européenne, elle se dit, bon, bah, il y a encore des zones de déflation dans ma communauté d'États, et donc si je monte les taux maintenant, bah, c'est embêtant pour les zones déflationnistes. Et donc le point clé, c'est de résoudre ce problème de compétitivité. Et donc c'est ça que nous allons regarder, et c'est d'autant plus important qu'on vous a mis ici un graphique du poids de chacun des pays dans la zone euro. Et vous voyez que, vous le savez déjà, mais la France c'est à peu près 21%, l'Italie c'est 18%. Donc vous voyez que les deux zones déflationnistes, France et Italie, c'est 39%, elle est 40%. Donc c'est pas que le problème de la petite sœur qui grimpe mal la montagne, c'est que la France et l'Italie c'est 40% de la zone euro, donc on peut, même si on passe de la communauté à l'Union européenne, on peut difficilement faire 100. Vous comprenez? Regardons ça de plus près. On vous a mis ici le graphique d'évolution du coût unitaire de la main-d'œuvre en Allemagne, en Italie et en France. On vous l'a souvent dit, il y a eu un décrochage au début des années 2000, enfin à partir de 2005 surtout, des coûts unitaires de main-d'œuvre en Allemagne, alors qu'ils continuent à monter en Italie et en France. Et donc vous voyez très bien que l'Allemagne est beaucoup moins chère, je veux dire, en termes de compétitivité. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'à partir de, je dirais, 2017, hein, eh ben, la tendance des coûts du travail en Allemagne est à la hausse, alors qu'en France, en Italie, ils ont arrêté de monter. Bon. Voire qu'ils ont même baissé depuis à peu près, dans les deux cas, 2010 ou 2014. Hein. Donc on peut dire qu'il y a eu un effort relatif de l'Italie et de la France, alors qu'il y a eu un relâchement de l'Allemagne depuis quelques trimestres. Et c'est bien normal, hein, parce qu'il y a des tensions salariales, il n'y a plus de chômage en Allemagne, il y a 3,5% de chômage en Allemagne. Alors on va regarder ça d'un peu plus près, c'est vraiment très intéressant. Et là on vous a mis l'évolution du différentiel de coût de main-d'œuvre, hein, du différentiel entre la France et l'Allemagne. Et ça c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'on voit? On a mis une loupe. Hein. Donc on voit qu'on était monté de 0 en l'an 2000 à 18%. C'est énorme, hein, 18% de différentiel dans deux pays concurrents voisins. Hein, c'est colossal. Et que là, depuis 2012, on est sur une pente baissière et qu'on est redescendu de 18 à 10%.
Et on voit qu'on est actuellement dans une phase d'accélération de la baisse du différentiel. Ça veut dire que la compétitivité de la France par rapport à l'Allemagne est en train de croître de manière exponentielle. On est en train de rattraper le différentiel. C'est très intéressant. Parallèlement à ça, si on prend l'évolution de la dette publique en France, vous savez, tout se tient. Si les coûts de main-d'œuvre sont faibles, il y a plus de croissance. S'il y a plus de croissance, il y a moins de dette publique, etc. Eh bien, vous voyez que les projections de la Banque centrale européenne, c'est une stabilisation en dessous de 100% et ensuite, vers 2020, un début de baisse. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne est assez confiante dans la capacité de la France à renouer avec la croissance et à réduire son déficit budgétaire. Et si on prend le taux d'endettement des entreprises non financières en France, eh bien vous voyez que ce taux d'endettement a fortement progressé, surtout ces dernières années, ce qui veut essentiellement dire que les entreprises françaises ont été soutenues par le système bancaire français, mais vous le savez, on vous l'a déjà dit, le système bancaire français, c'est probablement un des meilleurs d'Europe, voire du monde, donc il a cette capacité à soutenir l'appareil industriel, et il l'a fait. Et vous voyez donc que ça veut dire que probablement les entreprises françaises eh bien, se sont bien équipées, elles ont bien investi. Et donc voilà, là aussi c'est un signe que la France est prête à la reprise. Maintenant regardons l'Italie. Alors l'évolution du différentiel coût de main-d'œuvre entre l'Italie et l'Allemagne, eh bien, vous voyez que comme dans le cas de la France, et de manière plus précoce, il y a eu une réduction significative de ce différentiel. Mais cette réduction n'est probablement pas suffisante puisqu'on était monté très très haut. On était monté à plus de 25% de différentiel. Donc on a réduit de 10 points, mais on est encore à 15%, ce qui est trop. Donc bel effort, mais probablement un peu insuffisant. Si on regarde la dette publique de l'Italie en pourcentage du PIB, bon vous savez tout ça, on est à 130%. Donc 130% c'est trop haut, même s'il y a un plateau, mais la Banque centrale européenne pense qu'on va rester sur ce plateau, mais ne voit pas de décroissance. Donc c'est un élément moins favorable. Et si on regarde, et là c'est vraiment l'élément clé, le taux d'endettement des entreprises non financières en Italie en pourcentage du PIB, eh bien il est en baisse depuis la crise de 2012. Vous vous souvenez de la France, il est en hausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que contrairement à la France, l'Italie a un système bancaire qui est beaucoup moins solide, qui a beaucoup pâti de la crise et donc qui n'a pas été capable de financer les entreprises italiennes. Et donc il y a eu probablement un déficit d'investissement. Et donc vous voyez ça veut dire qu'à la fois sur le différentiel de coûts et puis sur l'investissement des entreprises, il y a un problème en Italie et ce n'est pas de bon augure pour la reprise de la croissance structurelle à long terme. Donc ça, c'est un problème pour la BCE. Et on vous ajoute un petit graphique qui est l'évolution du prix d'un prêt à la consommation de 1 à 5 ans en France, en Italie, en Allemagne. Vous voyez que l'Italie est beaucoup plus chère. Donc ça confirme bien cette problématique un peu du système bancaire italien, de moins en moins sur sa solvabilité, contrairement à ce que les gens craignent, mais plus sur son efficience, son efficacité. Si on regarde le taux de croissance du PIB en Allemagne, France et Italie depuis la création de la zone euro, vous voyez l'Italie est en rose, eh bien, elle est structurellement en dessous. Bon, vous voyez actuellement il y a un ralentissement, mais encore une fois on vous l'a dit, c'est très probablement un ralentissement conjoncturel comme il y en a, vous en avez au début des années 2000. Ça ne dit pas l'évolution structurelle. L'évolution structurelle à long terme, c'est plutôt que ce que pensez-vous, on est rentré dans une période plutôt longue de croissance. Vous voyez, l'Italie est toujours un peu en dessous. Si on regarde le PIB en volume, qui va peut-être être plus parlant, vous voyez, l'Italie est toujours en rose. Eh bien, ce qui est très frappant, c'est que en fait, c'est plat. Ça ne fait rien depuis 20 ans. Vous voyez, c'est vraiment un problème structurel. Donc là, on est vraiment... contrairement à la France, on est vraiment dans le cas de la petite sœur, dans le cas de la famille qui n'arrive pas à monter aussi vite que les autres. Et donc, notre question chez Zibou, c'est comment est-ce que
l'Europe va appréhender ce problème pour essayer de comprendre ce qui va se passer. On va aller regarder ce que l'Europe a fait avec d'autres pays dans des circonstances à peu près analogues. Bon. Et donc on va regarder deux pays qui sont la Grèce et l'Espagne. On vous a mis ici les coûts unitaires de main-d'œuvre différentiels entre la Grèce et l'Allemagne depuis l'an 2000. Et vous voyez, hein, comme dans le cas de l'Italie, c'est la même chose en plus exagéré. On a eu un différentiel qui s'était créé de 35%. 35%, c'est inimaginable, hein, de 2000 à 2010, 2011. 35%. Bon. Alors forcément, le pays ne pouvait que plonger après. Et donc le pays a plongé, il y a eu la crise que tout le monde connaît, et il y a eu la politique imposée par l'Europe, une politique récessive, qui a entraîné une baisse des salaires. Et donc vous voyez, ça c'est très impressionnant, les gens ne le réalisent pas forcément. On a complètement effacé ces 35% de hausse, de différentiel. Et aujourd'hui, on est quasiment revenu à zéro. Vous vous rendez compte, on est quasiment revenu en termes de compétitivité au niveau du début de l'euro. Bon. Eh bien, qu'est-ce que ça a eu comme effet? Eh bien, on vous a mis ici le taux de chômage. Voilà, le taux de chômage pendant la crise, il était monté à quasiment 30%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 30% de la population, c'est ce qu'on trouve dans les années 30. Hein. C'est terrifiant. Eh bien, on est passé de 30% en 2014 et là, on est en dessous de 20%. Hein. On a réduit de plus de 10 points le taux de chômage en Grèce. Est-ce que pensez-vous si on n'est qu'au début de cette réduction du chômage? Et on vous a mis ici l'évolution, le taux de croissance du produit intérieur brut. Vous voyez en rouge chez la Grèce, eh bien ça c'est très impressionnant. La Grèce est en train de passer au-dessus de la croissance allemande. Voilà. Et donc ça, on est aussi probablement là qu'au début. Et donc on va regarder l'Espagne où il y a eu à peu près le même genre d'évolution. On vous a mis ici, on va aller un peu plus vite, le coût unitaire de main-d'œuvre Espagne-Allemagne, où il y a eu également ce grand décalage jusqu'en 2008. Et puis ensuite, il y a eu cette très forte baisse des coûts salariaux en Espagne, alors qu'ils montaient en Allemagne, donc il y a une très forte réduction de différentiel. Et regardez ce qu'a fait le chômage en Espagne. D'abord, on est passé on était au-dessus de 25%, pas très loin de la Grèce, hein, il ne faut pas oublier ça. Et maintenant, on a énormément baissé et on se rapproche des 10%. Bon, on reste élevé, mais on a réduit de plus de 15 points, hein, c'est vraiment considérable. Et si on regarde la croissance en Espagne, ben elle a dépassé la croissance allemande en 2014, allemande, et depuis elle est nettement au-dessus. Donc il faut avoir ça en tête. La BCE, elle se dit, à mon avis, on ne peut pas laisser la France et l'Italie derrière, parce que ça fait 40% du PNB. Ce n'est pas possible. Bon. La France, elle montre beaucoup de bons signes d'amélioration. Il y a des réformes structurelles. Bon. Donc, normalement, elle devrait s'en sortir. Et donc, dès qu'on sera sorti d'une zone déflationniste en France, ce qui vous pense, c'est que la BCE va pouvoir normaliser sa politique monétaire. Et elle ne va pas attendre, probablement pas, que l'Italie s'en sorte également. C'est-à-dire, ce qu'on pense, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est qu'on est un peu passé d'une logique de communauté à une logique d'union européenne. Et donc ça change, c'est-à-dire, la petite sœur qui ne suit pas, tant pis. Hein. On va... Si tout le monde s'est mis d'équerre, sauf l'Italie, tant pis, on va normaliser, et puis on va laisser l'Italie s'ajuster elle-même. C'est-à-dire que dès que la France sera elle-même rentrée dans un rythme de croissance et de réinflation, si l'Italie n'a pas fait les réformes structurelles pour aller sur le même rythme, on va probablement, c'est ce que pensez-vous, lui appliquer ce qu'on a appliqué à l'Espagne et à la Grèce, puisque ça a marché dans ces deux cas. Ça va être douloureux, mais ça marchera. Bon. Donc voilà ce que nous pensons. Et donc... à la question qui est, on avait répondu à la première vidéo, oui, la Banque Centrale Européenne va normaliser sa politique de taux d'intérêt parce que ce n'est pas une situation japonaise. On vous dit maintenant, oui, nous pensons qu'elle va le faire bientôt
et nous pensons qu'elle va le faire dès que la France aura normalisé son rythme de croissance, de baisse du chômage, etc. Alors la question c'est quand est-ce que ça va se passer? Eh bien, vous savez, on vous l'a souvent dit chez Ibou, on pense que la France elle a potentiellement un rythme de croissance assez élevé, qu'elle a mené les réformes structurelles, qu'elle vient contre son gré, mais c'est ce qu'il fallait faire, de les accompagner sur le plan conjoncturel par une politique plus expansive sur le plan budgétaire. Et donc on pense que normalement c'est maintenant que la croissance française va repartir. Les gens ont été très étonnés au dernier trimestre qu'il y a eu 0,3% de croissance, ça n'a pas du tout étonné Ibou. Et on pense que le rythme de la croissance en France va monter à ou un peu au-dessus de 2%. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 2% cette année, hein, que le rythme va monter autour de, voire un peu au-dessus de 2% pour la croissance française. Voilà. Alors, tout de même, il y a un élément qui est très important en économie, on en a souvent parlé chez Ibou, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les données macroéconomiques favorables. Si vous avez un ralentissement de la vitesse de circulation de la monnaie, eh bien vous n'avez pas de croissance de l'économie. Bon. Et là, on vous met l'indice de confiance des ménages et vous voyez tout de même en bleu la France. Eh bien, il y a un effondrement de la confiance des ménages en France à cause des gilets jaunes. Donc je dirais, ce que nous pensons chez Ibou, c'est que normalement, on devrait avoir une accélération assez impressionnante de la croissance française dans les mois qui viennent, dès lors que la confiance des ménages revient, c'est-à-dire que le gouvernement arrive à résoudre la crise politique française. Voilà. Mais dès qu'il aura fait ça, on aura normalisation de la croissance et donc, juste après, on aura normalisation de la politique monétaire de la BCE. La dernière question qu'il faut nous poser, c'est donc, très bien, la Banque Centrale Européenne va normaliser sa politique de taux d'intérêt, probablement donc, deuxième partie 2019, début 2020. Mais jusqu'où va-t-elle monter ces taux d'intérêt? Alors ça, c'est une question vraiment fondamentale, hein, très fondamentale pour comprendre ce qui va se passer dans la prochaine décennie sur les marchés financiers. Alors évidemment, on ne sait pas, mais on a des idées chez Ibou. Et donc ça va être notre troisième vidéo. À très bientôt avec l'équipe Ibou.